certaines choses. Hein. D'abord que Marine était non pas en train de s'adresser aux Français, mais s'adresser en fait aux beaufs de ces meetings qui crient on est chez nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle est quand même la madone des beaufs et de rien d'autre. Hein. Et finalement, on remarque une chose, c'est qu'elle est très capable de lire un discours écrit par d'autres sans aucune contestation, interruption et répartie. Mais en fait, en débat, elle était systématiquement mauvaise. Alors au début, on disait que c'était à cause du fait qu'il y avait 11 participants. On trouvait toujours une excuse et puis que le soir, elle est fatiguée. Mais en fait, elle a un vocabulaire limité, elle cherche ses mots. Elle n'est pas très bonne. C'est-à-dire que il y a quand même une évidence, par exemple, c'est que Philippot, on peut dire ce qu'on veut, mais il est meilleur qu'elle, quoi. Le numéro 2 est plus performant, plus cultivé, plus intelligent, plus fin dialectiquement que la numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, on est quand même face à une héritière qui n'est là que parce qu'elle a le nom de son père et qu'elle a été imposée, mais qui n'a absolument pas la compétence pour porter, comment dirais-je, le mouvement d'opposition nationale qui regrouperait toute l'opposition nationale. Elle s'est mise à dos des gens comme moi, comme Dieudonné. Il y a aussi, sans compter les contradictions de démarrer une campagne sur une rupture radicale sur l'euro et l'Union européenne, et de revenir en cours de route en baragouinant des trucs à 2 entrées, etc., qui donne, excusez-moi, presque raison à Asselineau, qui donne, excusez-moi, presque raison à Asselineau, qui donne, excusez-moi, presque raison à Asselineau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le programme devient illisible. Et il y a quand même, dans la stratégie du front, je vous dis à la fois un pas vers la rupture et un pas vers comment dirais-je, la soumission dans une logique majoritaire. Ça s'appelle faire le grand écart. C'est-à-dire qu'à la fin, tu te retrouves avec les couilles explosées sur le trottoir à force d'écarter le pied à gauche et le pied à droite de plus en plus. Et donc, on est quand même globalement, je le dis maintenant parce que j'en ai gros sur la patate des efforts qu'on fait depuis des années pour rien, on est on voit toutes les contradictions, toutes les limites du système Front National Marine Le Pen, et ça n'ira jamais plus loin. C'est-à-dire que je pense que là, on est au sommet de la montagne, hein, et puis derrière, à la limite, il faut vraiment repenser, comme elle l'a dit, à la recomposition, mais ça s'appelle ni Front National ni Marine Le Pen. Hein. Donc quand tu déclares la guerre aux musulmans de France, hein, de façon délirante, et que tu fais allégeance totalement au sionisme, alors que on te traite de parti nazi, et que toi-même tu vires ton père, donc tu acceptes de dire que c'est un parti nazi, alors que je crois que Jean-Marie Le Pen avait 9 ans pendant la guerre, tu vois, c'est que de toute façon, tu es une véritable machine à perdre, tu vois. Alors soit il y a des gens maintenant qui se disent, est-ce que c'est pas fait exprès, tellement c'est énorme les contradictions doctrinales, les erreurs stratégiques, l'incompétence. C'est que de toute façon, tu es une véritable machine à perdre, tu vois. Alors soit il y a des gens maintenant qui se disent, est-ce que c'est pas fait exprès, tellement c'est énorme les contradictions doctrinales, les erreurs stratégiques, l'incompétence. Car tout le monde a bien dit que Philippot était bien meilleur face à Macron que Marine. Et or, le numéro 1 du parti n'est pas le plus intelligent, n'est pas le meilleur au niveau de l'élocution, et c'est même pas lui qui porte l'idéologie. Parce qu'en réalité, l'idéologue du front, c'est, comment dirais-je, c'est Philippot. Hein, et qui ne contrôle pas l'aile droite qui est la petite nièce, qui a sans doute un avenir, mais quel avenir. Et on voit pas aussi ce que Collard fait là, qui est collé à Marine alors qu'il est même pas au front. Hein. Le mouvement Marine, bleu Marine. C'est de la merde tout ça, c'est zéro, c'est pot de balle avec l'espèce de rose bleu sans épines qui ressemblait à un balai de chiottes. Enfin, je veux dire, on est là aujourd'hui, on peut faire le bilan. Dans le genre symbole, on pouvait trouver mieux quand même. Donc on est quand même dans un truc. On est arrivé à la limite et au maximum. Et là, de toute façon, il n'y a pas de, tu vois, je veux dire, il n'y a pas d'étape supplémentaire. Il y a effectivement, comme l'a dit Marine, il va falloir changer des tas de choses, mais en fait, ce qu'il va falloir changer, c'est elle, en réalité, et tout ce qu'elle représente. Je me suis fait incendier par les disciples d'Asselineau, qui n'ont pas eu totalement tort, je le reconnais, parce que finalement, on ne sait pas si Marine voulait réellement sortir de l'Europe et de l'euro. Leur argumentaire n'était pas totalement faux. Je me suis fait incendier par les disciples d'Asselineau, qui n'ont pas eu totalement tort, je le reconnais, parce que finalement, on ne sait pas si Marine voulait réellement sortir de l'Europe et de l'euro. Leur argumentaire n'était pas totalement faux. Je me suis fait incendier par les disciples d'Asselineau, qui n'ont pas eu totalement tort, je le reconnais. Je me suis fait incendier par les disciples d'Asselineau, qui n'ont pas eu totalement tort, je le reconnais. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que selon vous, ces élites américaines qui ont tenu cette discussion européenne travaillent vraiment pour les intérêts des États-Unis, ou si on partage par exemple les thèses de l'universitaire français Pierre Hillard, qui explique qu'en fait tout ça constitue en fait une espèce d'oligarchie mondialiste qui serait en fait cosmopolite en France nationale. Et donc, l'idée, c'est que si par exemple, les États-Unis, à un moment donné, tout sur place et l'émergement. La question, c'est est-ce que, selon vous, les gens qui ont construit l'Europe à partir des États-Unis travaillent vraiment pour l'intérêt national américain ou plutôt pour l'intérêt d'une oligarchie Alors, je répondrai à plusieurs choses. D'abord, c'est une bonne question, c'est une question intéressante. Je ne suis pas sûr d'avoir forcément la bonne réponse, chacun a son point de vue. Je connais Pierre Hillard. D'abord, je répondrai un petit peu la même chose que tout à l'heure. Pierre Hillard n'a pas créé un parti politique, c'est un universitaire, je le connais un peu. Hein. C'est un universitaire, il écrit des livres, et c'est une espèce de think tank à lui tout seul. Donc c'est très riche, mais son ambition n'est pas
de changer le monde, il aide à apporter de l'information. J'ai tendance personnellement, il y a des choses qu'il a écrites que je trouve très très bien, enfin son analyse par exemple sur l'Europe ethnique, je me suis inspiré de certains de ses passages, de certains de ses ouvrages pour la conférence de ce soir. Et il y a des choses, il a écrit un très intéressant livre sur Bertelsmann. Bon, moi je lui reproche personnellement, c'est pas un reproche intellectuel si vous voulez, c'est que je trouve qu'il est pessimiste. Il est trop pessimiste, il verse un petit peu parfois dans le paranormal, du style il n'y a plus que la divine providence pour. Bon, moi je le trouve trop pessimiste et parfois un peu irrationnel. La question que vous posez par ailleurs, il y a du vrai, mais je pense qu'il n'y a pas que du vrai. Les gens ont un peu tendance trop facilement, c'est comme les Alain Soral et compagnie, à considérer que les États-Unis, ça serait de la gnognotte. Non. Aux États-Unis, je crois savoir qu'il y a différents centres de pouvoir. Il y a des lobbies très importants qui s'exercent. Alors, il y a certains qui disent le lobby israélien. Oui, il y a un lobby israélien très important, mais c'est pas le seul. Il y a le lobby militaro-industriel, il y a le lobby de l'armée, il y a le lobby il y a des quantités de lobbies qui s'exercent. Et voilà. Comment ? Le lobby bancaire, etc. Il y a beaucoup de lobbies qui s'exercent. Moi, ce que je vois, c'est que c'est quand même encore une puissance qui a des raisonnements de puissance, de puissance étatique. L'entrée de la Turquie dans l'Union européenne n'est pas de la Russie. Ça veut quand même bien dire ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas, avec une lecture style oligarchique, il y a des gens qui me disent oui, mais en fait, bon, Poutine, tout ça, c'est la même chose. Et puis les Chinois aussi. Enfin bon. Avec une telle lecture, on ne comprendrait pas les oppositions, on ne comprendrait pas Femen, on ne comprendrait pas les Pussy Riot, on ne comprendrait pas pourquoi la Turquie doit entrer dans l'Union européenne et pas la Russie. Quand vous lisez Zbigniew Brzezinski, qui a un vrai raisonnement de géopoliticien national, il s'agit bien d'un encerclement de la Russie, de refouler la puissance russe dans l'hinterland eurasiatique. Ça, c'est un raisonnement purement national américain, hein, qui consiste à encercler la Russie par le sud et l'ouest, et en même temps de dominer, parce que l'Anatolie est au Moyen-Orient, ce que le Tibet est à l'Extrême-Orient. Je disais tout à l'heure, vous avez vu ma carte avec le Tibet qui peut dominer balistiquement 50% de la population mondiale, l'Inde, l'Asie du Sud-Est et la Chine. L'Anatolie peut dominer également, c'est le plateau qui permet de dominer le Moyen-Orient, de surveiller tout ça. Ça, ce sont des raisonnements purement nationaux, et je ne vois pas en quoi l'explication par l'oligarchie explique pourquoi, par exemple, la Turquie devrait entrer dans l'Union européenne et pas la Russie. Alors maintenant, une fois que j'ai dit ça, je n'ai pas épuisé le sujet. Oui, c'est vrai, il y a une oligarchie les intérêts aux États-Unis. D'ailleurs, quand moi je dis les Américains, parfois il y a des gens qui me l'ont reproché. Quand je dis les Américains, c'est comme quand je dis les Français ou quand on dit les Allemands. De quoi parlons-nous ? Bon, les Français, il y a des gens qui disent que les Français sont des salauds parce qu'ils nous bombardent en Libye, par exemple. Il y a des Libyens qui disent ça, mais le peuple français, dans sa majorité, est très hostile à ce qui se passe en Libye. Aux États-Unis soi-même, malheureusement, une grande partie du peuple américain est complètement lobotomisé par la télé. Mais vous avez aussi quand même des gens aux États-Unis. Moi, j'ai des amis aux États-Unis. Vous avez aussi des Américains qui réfléchissent. Il y a aussi des mouvements aux États-Unis. On parle beaucoup de Ron Paul, mais moi je cite dans ma conférence notamment où je parle de l'attribution du prix Nobel de la paix à l'Union européenne. Je montre il y a des associations avec des centaines d'associations, les vétérans pour la paix, les églises ci, les églises ça. Il y a plein de gens qui justement essaient de lutter contre leur propre gouvernement. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut dire. À mon avis, bien sûr, il y a une oligarchie qui laissera tomber les États-Unis si les États-Unis se cassent la figure, c'est vrai. Mais moi, et ça sera ma conclusion, si vous me le permettez, dans cette réponse que j'essaie de faire un petit peu nuancée, parce qu'il y a du vrai, mais je pense que ça n'épuise pas le sujet, mais surtout ce que je reproche, c'est que ça n'est pas opérationnel. Voilà. C'est que finalement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand quelqu'un m'interrogeait sur Anthony Sutton, tout ça est très intéressant. Et alors ? Moi, que ce soit Pierre-Paul ou Jacques qui tire les ficelles, je m'en fous. Moi, je veux couper la ficelle. C'est tout. C'est comme si, je vous ai dit cet exemple de Gaulle, c'est comme si quelqu'un est allé voir De Gaulle le 19 juin 40 en lui disant « Vous appelez à la résistance pour chasser les Allemands, mais est-ce que vous ne croyez pas qu'en fait Hitler est financé par la City ou par la famille Bush ?» Mais on s'en fout. C'est pas le problème. Pour l'instant, il faut limiter nos... Enfin, c'est un raisonnement, je reconnais, hein. C'est un raisonnement j'essaie d'être un responsable politique. Et je veux, à un moment, je dis, il faut limiter la recherche des causes ultimes. Voilà.
on a un raisonnement politique, nous on veut libérer la nation, la patrie. Et c'est ce qu'a fait De Gaulle. Voilà. Maintenant qu'on recherche, après qu'on découvre, voilà, bon, c'est comme on pourrait dire, est-ce que Pearl Harbor était un false flag? Très bien, tout ça c'est intéressant. Mais il faut, hic et nunc, en tout cas c'est notre vocation de parti politique, faire changer les choses. C'est pour ça que moi je ne veux pas m'épuiser dans des débats pour savoir, parce que finalement quelle est la conclusion opérationnelle que l'on tire de Pierre Hillat? C'est là le plus gros reproche finalement que je lui fais. Enfin c'est pas un reproche. C'est pas un reproche, parce que je trouve qu'il apporte des choses au débat intellectuel. Mais je ferai un reproche de nature opérationnelle, c'est que quand on le lit, par moments, on a plus envie que je me tombe une balle à la tête, quoi. C'est fait, le nouvel ordre mondial, la mise en place irrésistible. Il a un fatalisme que je ne partage pas. Parce que l'histoire de l'humanité, l'histoire des hommes, porte plutôt, à mon avis, je ne vais peut-être pas vous convaincre, mais porte plutôt sur très longue période à l'optimisme. Parce que je pense quand même qu'il y a inhérent à l'être humain, la recherche de la vérité, la recherche de la liberté, c'est quand même des éléments de... À mon avis, hein, je peux me leurrer sur l'espèce humaine, mais je ne crois pas quand même. Sur très longue période, sur les millénaires, il y a quand même, on va vers une progression.